Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Isabelle. Elle nous confiera comment elle a dépassé ses doutes et ses peurs. Nous découvrirons aussi comment l'énéagramme, ce système d'études de la personnalité fondé sur 9 comportements, lui a permis de mieux se connaître et de quitter le pilote automatique. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 10. Bonjour Isabelle. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Écoute, plutôt bien, je me sens bien. Il Bon, fait beau, donc oui, c'est parfait. Donc, tout va être parfait. Alors, Isabelle, aujourd'hui, on se voit dans le cadre de mon podcast. On va parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations à l'environnement. Et on va découvrir aujourd'hui de quoi tu vas nous parler. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Me dire qui tu es? Alors, donc je suis Isabelle Racouchot, j'ai 57 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, 22 et 20 ans. Je suis de formation initiale pharmacien. Et puis, au bout de 20 ans de carrière, je me suis réorientée vers le coaching après avoir séjourné pendant quelques années en expatriation. Donc, en rentrant, j'ai voulu changer de vie, j'ai changé de vie. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous raconter un peu quels étaient tes problèmes en relation avec notre sujet? Alors oui, tout à fait. Mon plus gros problème en relation avec le sujet des relations à soi, aux autres, c'était en fait c'était une problématique de approcher les autres, répondre, oui, voilà, une problématique générale de communication, dans le sens où j'avais énormément de mal à aller au-devant des autres pour parler à des personnes que je ne connaissais pas. J'avais énormément de mal, et ça m'embêtait d'un point de vue professionnel, puisque j'étais manager, donc j'avais du mal à prendre la parole dans des réunions avec mes pairs ou avec la direction. Donc souvent j'avais ce côté observateur, mais pas du tout communicant, dans le sens où j'ouvrais rarement la bouche. J'écoutais, j'observais les autres, mais je ne participais que très peu. Et en fait, j'étais très frustrée parce que souvent j'avais des idées. Oui. Et puis je me disais, ça, il faut que je dise ça, et je ne le disais pas. Et puis 10 minutes après, quelqu'un d'autre le disait, et tout le monde disait, c'est une super idée. Et je me disais, mais pourquoi tu ne l'as pas dit, quoi? Pourquoi? Oui. Et j'y arrivais pas, et je ne comprenais pas. Je me disais, mais enfin, Isabelle, c'est quoi? Pourquoi tu t'exprimes pas? Pourquoi tu restes toujours dans ton coin? Qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils y arrivent. Pourquoi tu y arrives pas, toi? Et finalement, en fait, ça jouait sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, donc sur ma relation à moi. Donc ma relation aux autres jouait sur ma relation à moi. Et tu te posais tout le temps plein de questions, en fait. C'est-à-dire que c'était, mais pourquoi j'y arrive pas? Est-ce qu'il y avait de la culpabilité chez toi à ce moment-là? Oui, il y avait, tout à fait. Il y avait un petit peu de culpabilité, parce que je me disais, mais pourquoi? Regarde les autres, ça a l'air d'être facile pourtant. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Enfin, franchement. Entrer dans la comparaison avec les autres aussi, de se dire, eux, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas, donc je dois avoir un problème. C'est ça un petit peu? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, si je vais un petit peu plus loin dans mon enfance, en fait, enfin dans mon enfance, dans mon adolescence,
Au niveau scolaire, j'ai eu quelques soucis, pas forcément au niveau scolaire, mais avec les professeurs. Il s'avère que j'étais bonne quand j'étais intéressée par le sujet et que le professeur me plaisait. Par contre, je ne faisais rien, donc j'avais de mauvais résultats, donc je n'étais pas bonne dans les matières qui ne m'intéressaient pas et ou alors le professeur ne me plaisait pas. Donc c'était un petit peu compliqué, j'avais des résultats un peu en dents de scie, ce qui fait que les professeurs, au passage stratégique, au brevet et au bac, avaient dit mais non, Isabelle, elle ne sera pas capable, elle ne pourra pas, etc. Et mes parents m'ont soutenue et finalement, j'ai réussi à sortir pharmacien un jour. Donc, j'étais complètement capable. Mais j'avais déjà cette retenue-là. Et du coup, je pense que d'avoir entendu Isabelle ne sera pas capable, je pense que ça a joué aussi à me dire, non, dis pas des trucs parce que tu n'es pas capable de dire des choses intelligentes, quoi, en fait. Et puis surtout, venant des professeurs, c'est quand même pris comme étant une sorte de vérité, c'est-à-dire que le professeur, lui, il sait, il me juge pas capable, donc on va éviter de se mettre en danger. Même si tu avais le soutien de tes parents, ça devait être très compliqué de Alors, devoir… oui, c'est un petit peu ça. C'était compliqué, mais pas que par rapport à l'explication que tu viens de donner, parce que j'ai quand même un petit fond rebelle quelque part qui disait non mais attends, c'est pas parce qu'ils disent que je suis pas capable que je suis pas capable, d'accord? Bon, ok. Voilà. Mais pour autant, ils ont quand même réussi à me saper ma bonne volonté. Enfin, je sais pas quoi, mais oui. Ils m'ont eu à l'usure, en fait. C'est ça, ouais. Malgré effectivement le fait de se dire oui, mais quand même, je ne suis pas ce qu'ils disent, à force de l'entendre, ça finit quand même par avoir des répercussions. Voilà, l'étiquette a fini par se coller à mon front. Et émotionnellement, tu ressentais quoi en fait? Tu étais en colère, tu étais triste? Qu'est-ce que tu ressentais? Quand ça, avec les professeurs ou quand dans les réunions, je ne parlais pas? Ouais. Tu parlais pas et Eh tu avais ce oui. sentiment de quoi? D'injustice ou de… Comment tu interprétais ça? Alors, avec les professeurs, effectivement, j'avais plutôt un sentiment d'injustice parce que, voilà, je trouvais qu'ils faisaient des jugements à l'emporte-pièce sans me connaître. Donc, je trouvais ça très injuste. Par contre, dans les réunions ou autres où je ne parlais pas, ou dans les situations de réseautage ou n'importe où je n'allais pas vers les gens, j'étais à la fois en colère contre moi, un peu triste. Enfin, il y avait un mélange un petit peu de tout, quoi. Et puis tu comprenais pas pourquoi tu fais… Voilà, et je comprenais comme pas. ça. Exactement. Je ne comprenais pas parce que je voyais tous les autres, ça se passait bien et j'avais les idées, j'avais tout. Et pourquoi du coup, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu du changement. Il y a eu du changement dans ta vie et la compréhension a commencé à arriver. C'est ça, voilà. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce moment où la compréhension commence à arriver? Oui. Donc, en fait, effectivement, il n'y a pas de changement tant qu'il n'y a pas de compréhension, en tout cas de prise de conscience et de compréhension. Et ça, c'est arrivé au travers d'un outil que j'ai découvert. Alors, je l'avais découvert assez jeune, vers 30 ans, j'avais déjà découvert cet outil. Parce qu'en tant que manager, je cherchais des outils aussi pour accompagner les personnes de mes équipes. Et cet outil s'appelle l'énéagramme. Donc, c'est un modèle de profil de personnalité qui est très, très riche et que j'affectionne tout particulièrement. Et peut-être parce que, justement, il m'a fait prendre conscience de certaines choses pour moi. C'est peut-être pour ça que je l'affectionne particulièrement. Mais en tout cas, à 30 ans, je n'avais pas encore compris, je n'avais pas encore vraiment intégré. Et c'est récemment, donc depuis que je me suis formée au coaching et je me suis formée à l'énéagramme. Et un jour, j'ai eu la révélation quand enfin quelqu'un, un formateur, m'a dit « Mais Isabelle, arrête de penser que tu fonctionnes comme tel profil. Tu ne fonctionnes pas du tout comme ça. » D'accord. Ah bon?
Et moi, je m'étais collée parce que je trouvais qu'il me ressemblait, effectivement. Je m'étais collée à ça. Elle m'a dit, mais non, mais non. Tu trouvais ou tu avais Regarde, envie qu'il te ressemble? C'était de l'envie? comment? Tu trouvais que ça te ressemblait ou c'était de l'envie, l'envie de ressembler à ce profil-là? Enfin, Alors, c'était celui qui me ressemblait le plus si je ne voulais pas creuser d'accord. plus loin, Ouais. et celui en fait selon lequel je fonctionne, je voulais pas y aller, je voulais pas le voir celui-là. D'accord. Oui, voilà. Il y Donc avait, l'autre était plus confortable pour moi. d'accord. Donc, non seulement tu as commencé à travailler avec cet outil, enfin, à l'utiliser pour te connaître, mais en Oui, plus, tu t'es rendu compte qu'il ne fallait pas juste y aller en surface, mais que par contre, oui, il allait falloir vraiment creuser à l'intérieur de toi et accepter de voir toutes les facettes de exactement. ta personnalité, de toi, en fait. Donc, Exactement, il ne fallait exactement. pas C'est vraiment juste regarder ce qui nous fait plaisir. Exactement, tu as vraiment donné le bon mot, c'est accepter, c'est acceptation, acceptation de soi, c'est se voir enfin sans détour, sans Ouais. lunettes roses, sans artifice, sans je sais pas quoi, mais c'est Se vraiment regarder accepter, droit dans les yeux, quoi. Se voilà, regarder les yeux dans les yeux et exactement, oui. s'accepter tel que l'on est avec ses qualités et avec ses faiblesses, Oui. clairement. Et donc, quand j'ai vraiment, suite à cette rencontre avec ce fameux formateur, et où je me suis vraiment positionnée là où je devais être, j'ai pris conscience qu'en fait, eh bien, je fonctionne avec énormément de doutes et énormément de peur. Mm. Mais c'est pas que moi, en fait. Cet outil m'a permis de prendre conscience aussi que, en fait, comme c'est un modèle de personnalité, ça veut dire que c'est applicable. Et en plus, il est applicable à quelles que soient les religions, quelles que soient le sexe, Culture. quelles que soient les cultures, quelles Oui. que soient, parce que des fois, en fonction des cultures, tu as Oui. des choses qui changent. Cet outil-là est complètement universel. Donc, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres dans le monde qui Et fonctionnent oui. comme moi. Et ça rassure un petit Et peu là, quand même. c'était, voilà, exactement, c'était un peu une délivrance. Et j'ai compris pourquoi je n'osais pas aller vers les gens, je n'osais pas prendre la parole en réunion, etc., etc. Parce que, en fait, le profil selon lequel je fonctionne est un profil qui est basé, enfin, qui a énormément de doutes et qui a énormément de peur et qui ne s'en rend pas forcément compte, et en fait qui recherche la sécurité, la confiance. Mm. Donc, quand je ne me sens pas en sécurité, donc vis-à-vis, ou quand je ne me sentais pas, pardon, quand je ne me sentais pas en Oui. sécurité vis-à-vis de personnes que je ne connaissais pas, parce que si je ne les connais pas, je ne sais pas si elles seront gentilles avec moi, agréables avec Et moi, oui. si elles me feront des coups bas ou pas, etc., etc. Donc, du coup, je n'allais pas vers les personnes que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment très handicapant. Et pareil, je n'osais pas dire ce que j'avais dans la tête parce que voilà, je doutais d'une part, je doutais de mes capacités, je doutais que mes idées soient intéressantes et valables par mon passé avec mes professeurs, et j'avais peur que les autres se moquent de moi, etc., etc. En fait, c'est toute cette partie de doute et de peur qui faisait que j'étais complètement bloquée. Et le fait de prendre conscience de ça, déjà, ça a été une libération et une première étape pour changer. D'accord. Ouais. Et cet outil, tu disais qu'il y avait un lien avec la représentation qu'on a du monde, en fait. C'est-à-dire que tu disais, voilà, moi avant, j'avais peur parce que je ne faisais pas confiance aux gens. Et cette construction-là de ton type, pour chacun, hein, c'est un type différent, mais il y en a un certain nombre et on se retrouve tous dans un de ces types-là. Donc, tu disais, voilà, ça peut s'appliquer à tout le monde. C'est en lien aussi avec l'image que tu avais du monde quand tu étais enfant. C'est ça, si je comprends bien. Oui, alors c'est effectivement, alors souvent euh, quand nous parlons d'apprentissage, enfin d'évolution, etc., souvent nous disons que les enfants
apprennent par l'apprentissage, voilà, à l'école, avec les parents, etc. L'énéagramme, c'est un peu différent. C'est pas par l'apprentissage, c'est par la sélection. C'est-à-dire que l'énéagramme, c'est comme un grand. Moi, je le vois comme un plateau de jeu sur lesquels il y a effectivement 9 positions, puisqu'il y a 9 grands types sur l'énéagramme. Donc 9 positions, et nous avons l'intégralité du plateau avec toutes les ressources. Chaque position, chaque type a donc des ressources positives et puis des faiblesses, etc. Et nous avons tout ce grand plateau de jeu à l'intérieur de nous quand nous sommes enfants. Et petit à petit, ce que nous recherchons tous, bien évidemment, c'est pas la douleur, mais c'est plutôt le plaisir. Oui. L'être humain recherche le plaisir. Donc, en tout cas, ce qui est moins douloureux ou moins souffrant pour nous. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des expériences que nous faisons pendant l'enfance, nous sélectionnons une partie du plateau. Mmh. C'est comme le fait d'être droitier ou gaucher. Nous avons 2 mains, donc 2 possibilités, et pour autant, à part les ambidextres, nous sélectionnons de préférence une main au fil de l'eau. Et ensuite, il est très difficile de pouvoir écrire avec l'autre main ou faire des gestes particuliers avec l'autre main. Eh bien, l'énéagramme, c'est exactement la même chose. Nous sélectionnons petit à petit, au fil de nos expériences, un profil particulier, et du coup, nous nous enfermons, entre guillemets, dans un mode de fonctionnement qui correspond en fait à un mode de défense, un mode par rapport à l'extérieur et par rapport aux expériences que nous avons pu vivre pendant l'enfance. D'accord. Et alors, si on continue sur ta découverte de ton profil, tu disais, voilà, j'ai commencé à mieux comprendre, à accepter. Et est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur justement cette découverte? Qu'est-ce que ça t'a permis de modifier dans ta perception des choses ou dans tes actions, dans tes émotions? Voilà, qu'est-ce que ça t'a permis où ça t'a emmené en fait? Ok. Alors en fait, justement, si nous repartons de l'explication que je viens de donner par rapport à ce fameux plateau de jeu et au fait que nous nous sommes nous-mêmes petit à petit mis dans une case, entre guillemets, la beauté de cet outil, c'est que nous pouvons ressortir de cette case parce que c'est un plateau dynamique en fait. Et le fait d'avoir découvert comment je fonctionnais, dans quelle case est-ce que je m'étais positionnée, eh bien, ça m'a permis déjà de déculpabiliser et ensuite, par le biais de cet outil, de ressortir de cette case et de me réapproprier des ressources de ce plateau. Et donc, de faire différemment. D'accord. Donc, du coup, quand je suis dans une situation particulière, j'essaye de me positionner sur un autre type. Et je me dis, tiens, si j'étais ce type-là, qu'est-ce que je me dirais ? Et là, je me mets dans la peau du type concerné et je me dis, si j'étais, moi, à ta place, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ça. Et je prends les conseils. Oui. Et je prends les conseils et c'est comme ça que maintenant, petit à petit, du coup, mon cerveau s'est un petit peu habitué et petit à petit, je vais de plus en plus facilement au-devant des personnes que je ne connais pas. Je livre de plus en plus facilement mes idées. Mais voilà, c'est vraiment cet outil-là qui m'a permis d'évoluer, de me trouver et ensuite d'évoluer et de sortir de ces schémas de voilà, je ne dis plus rien et cachons-nous pour voilà. Ça veut dire que c'est très bien. Ouais, tu as appris à te connaître, à voir quel était ton fonctionnement en fait quand tu es sur le pilote automatique, mais tu as ouvert des possibilités d'avoir d'autres façons d'agir tout en restant en sécurité. Puisque c'est aussi tu parlais, voilà, que tu étais sur un type où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, donc d'ouvrir c'est possible tout en restant sécure en fait. Oui,
C'est exactement ça. Et j'aime beaucoup le mot de pilote automatique parce que c'est exactement ça. C'est la réaction instantanée. Et en fait, c'est de l'automatisme. C'est l'inconscient qui direct voilà, nous amène à faire tel comportement ou voilà. Et le comportement, c'était mon comportement de retrait, de ne rien dire, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de ce pilote automatique et oser en fait, tout en restant dans un cadre sécuritaire, mais oser de plus en plus pour que effectivement me réhabituer. Je me suis réhabituée petit à petit au travers des expériences que j'ai pu vivre depuis cette rencontre avec cet outil et avec ce formateur là qui m'a vraiment ouvert les yeux. Oser de plus en plus et sortir de plus en plus de ma zone de confort, entre guillemets, qui n'était pourtant pas confortable du tout pour moi. Mais le fait d'oser de plus en plus, ça me permet d'aller de plus en plus loin sans avoir cette retenue et cette peur sous-jacente que je ne voyais pas forcément d'ailleurs. Et oui, ça veut dire que tu parlais d'oser, ça veut dire qu'au départ, il va falloir, quand on découvre son type de personnalité et que ça nous crée quand même des soucis, on va dire, ou qu'on est dérangé par ça et qu'on voudrait pouvoir s'ouvrir un peu plus. Tu parles d'oser, ça veut dire qu'au début, il va falloir faire l'effort, conscientiser ce qu'on fait et se dire là, je vais avoir tel ou tel comportement ou telle réaction parce que c'est bon pour moi et que ça va me faire évoluer. C'est ça, c'est qu'au début, il va falloir faire cet effort-là quand même. Oui, tu sais, ça me fait penser aux 4 niveaux d'apprentissage en fait. C'est au début, tu es inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que tu ne sais pas que tu es incompétent parce que tu sais même pas que le sujet il existe. Donc moi, j'étais inconsciemment incompétente parce que je ne savais pas que j'avais peur, etc. Enfin voilà. Ensuite, tu deviens consciemment incompétente. Ouais. Donc, tu sais que effectivement, mais tu n'as toujours pas trouvé la solution pour aller au-devant des autres, etc. Donc, tu en es conscient, tu sais pourquoi, mais tu n'as pas encore la solution. Petit à petit, tu apprends, tu deviens consciemment compétent, mais ça te demande encore des efforts pour aller au-devant, pour parler, pour exprimer tes idées, etc. Jusqu'à ce que, au fil des expériences, un jour, tu deviennes inconsciemment compétent et là où tout coule, où c'est fluide. Et c'est vraiment ces 4 stades-là qui sont utilisés dans le rapport avec l'énéagramme et dans ce que j'ai mis en place pour évoluer en fait. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a évolué, du coup, est-ce qu'on repart sur un autre type de pilote automatique avec des nouveaux comportements ou est-ce qu'il faut garder constamment cette vigilance, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, quand tu dis autre pilote automatique, ça veut dire que tu changes de type ou qu'est-ce que tu... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ouvert un peu tes possibilités et que tu passes justement à ce niveau de compétence inconsciente, donc la 4e étape, est-ce que le risque n'est pas de repartir sur un autre type de pilote automatique, mais bon, si tout va bien, à la rigueur, pourquoi pas, ou est-ce qu'on est constamment sur un chemin d'évolution et qu'on est toujours en train de recalibrer notre façon d'agir par rapport au monde? Alors, je te remercie de la question. Ouais, je te remercie de la question. Disons qu'au travers de l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi, premièrement, et ensuite de développement de soi, justement. Donc, connaissance de soi, c'est la première étape, c'est voilà, je fonctionne comme ce type-là et je comprends ce qui se passe et je comprends pourquoi, je comprends quelles sont mes qualités, quels sont mes travers, mes faiblesses, etc. Et ensuite, je me développe en utilisant toutes les facettes et les ressources que peut nous donner cet outil. La deuxième chose que j'avais en tête, mais que je viens de perdre... Là, ce que ça me fait penser, le temps que tu... Ah, si, ça y est. Vas-y. Excuse-moi, j'ai retrouvé. C'est en fait, pour éviter de tomber dans un autre pilote automatique, moi, ce que je
la chose sur laquelle je fais attention, c'est de ne pas tomber dans des excès. Un excès d'un côté ou un excès de l'autre n'est pas bon. Par exemple, moi, j'étais en excès d'écoute et pas du tout dans le parler. Je pourrais prendre l'écoute, le fait d'écouter et le fait de parler comme étant deux qualités pas contraires mais opposées. D'accord. Ce sont deux qualités. Par contre, si nous sommes tout le temps dans l'écoute ou si nous sommes tout le temps dans le parler, ça devient un handicap. Oui. Parce que si nous sommes tout le temps dans l'écoute, nous ne communiquons pas avec les autres. Et si nous sommes tout le temps en train de parler, au bout d'un moment, les autres en auront ras-le-bol. Et oui. Donc, les excès de l'un ou de l'autre ne sont pas bons. Et pour moi, ils sont sur une même ligne, un même continuum. Et l'intérêt, c'est de rebasculer le curseur sur un positionnement médian ou plus ou moins médian, en tout cas d'adapter ce curseur en fonction des situations pour ne pas tomber de nouveau dans un autre travers. Donc, c'est à chaque fois, pour éviter de tomber dans un autre pilote automatique, comme tu dis, c'est de se dire, attention, là, il y a ça, donc l'opposé, si je vais là, mais il faut que je fasse attention à ne pas aller complètement dans l'opposé, parce que ce sera pas bon non plus de nouveau. Oui. Donc, c'est vraiment ce curseur qui est à trouver entre des qualités opposées. Voilà, je travaille avec ça. Ouais, c'est cette modération, en fait, le fait de modérer sa façon d'agir, qui au départ, ça aussi nécessite un apprentissage de modérer. Oui. Voilà, tu parlais d'écoute et tu parlais de parler. Et effectivement, si par exemple dans l'interview, je ne fais que te laisser parler, mais je ne te relance pas sur des choses que j'ai envie d'apprendre, ben dans ce cas-là, c'est plus une interview, c'est un monologue. Si en l'occurrence, je ne fais que te poser des questions, mais que je ne te laisse pas répondre, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc vraiment, on est dans une modération des temps de parole et de l'écoute. Et aussi, si je te pose des questions, c'est parce que je t'écoute et que je te demande de faire des précisions parce que je pense que voilà, nos auditeurs sont en attente des fois d'avoir en tout cas je l'imagine, d'avoir une réponse ou une explication un peu plus poussée sur certaines choses et qu'on va être donc constamment en constante adaptation au monde extérieur, aux autres, mais que cette constante adaptation, elle s'apprend aussi et qu'au bout d'un moment, on n'y réfléchit plus dans les différentes étapes que tu as données tout à l'heure. Oui, exactement. Au bout d'un moment, effectivement, nous ne réfléchissons plus parce que ça devient un automatisme. C'est passé en automatisme, effectivement, au niveau du cerveau. Donc, la modération se fait toute seule. Voilà, mais c'est à chaque nouveauté, à chaque nouvelle compétence que nous acquérons au travers, en tout cas que moi j'acquiers au travers de cet outil, hein, où j'essaye de passer de faiblesse à force sur certaines choses qui ont pu ou qui peuvent encore me gêner dans ma vie pour encore évoluer. Et c'est vraiment ce focus sur ne pas tomber dans l'excès inverse. Non, mais c'est sûr, c'est tout le secret en fait de l'équilibre, de l'harmonie avec les autres, mais aussi avec soi, de se sentir bien. C'est un très bel outil, effectivement, cet énéagramme. Je te remercie infiniment, Isabelle, de nous avoir parlé de cet outil. On en reparlera, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la connaissance de soi-même qui permet du coup d'être bien dans notre rapport aussi avec les autres, avec nous-mêmes, mais par ricochet avec les autres et dans ce monde. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces choses. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ? Eh bien, écoute, avec grand plaisir, Virginie, et merci à toi pour m'avoir permis de m'exprimer sur cet outil que finalement que j'affectionne tout particulièrement à différents titres. J'espère effectivement avoir donné des pistes ou suscité un intérêt peut-être pour l'énéagramme auprès de tes auditeurs. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Aussi, c'était un plaisir parce que voilà, c'est des outils pratiques comme ça
eh bien, ça change un petit peu des choses classiques dont on parle de reconnexion à soi. Et là, on va chercher un petit peu, je dirais, dans les petites choses un petit peu plus pointues et qui ont fait leurs preuves quand même depuis très, très longtemps. Donc, on n'est pas sur une nouveauté loufoque à la mode qui pourrait débarquer, mais vraiment sur un outil qui a fait ses preuves auprès, tu me disais, de milliers de personnes et dans le monde, et quelle que soit la culture, la religion, la couleur de la peau, c'est un outil universel. Donc, merci pour cet apport. Complètement. C'est un outil qui a traversé les âges. On retrouve des bribes de cet outil, pas sous la forme actuelle, mais déjà au niveau de Pythagore. Donc, tu vois, c'est pas un outil récent. Ce n'est pas un miroir aux alouettes récent. Et c'est un outil ce que j'aime bien, c'est que c'est un outil qui n'appartient à personne. Il faut le faire sien, mais en tout cas, il n'appartient à personne. Personne ne détient le savoir, le énéagramme tel qu'il est. Enfin voilà, chacun en fait un peu ce qu'il en veut. Et c'est un grand outil de tolérance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et un grand outil du coup de communication avec les autres. Tout à fait. Bah, écoute, je rajouterai rien derrière ça parce que c'est une très belle conclusion. Je te souhaite une très belle fin de journée, Isabelle, et à très bientôt. Merci Virginie, belle journée à toi également. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Khadija. Elle nous partagera comment elle a découvert que son intuition pouvait l'amener à vivre une vie plus épanouie et à lui faire confiance. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.